Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 5e rendez-vous national sur les violences conjugales à la SNCF. On profite justement du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, pour faire un focus sur ce sujet-là. Ce rendez-vous est organisé comme chaque année par les 3 entités qui sont vraiment les chevilles ouvrières sur le sujet, la DRH Group, SNCF, SNCF Mixité et Optime Service. Pour ouvrir ce rendez-vous, je donne la parole à Éric Vandegéus, directeur des ressources humaines, groupe adjoint. Merci beaucoup, Oda. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être là aujourd'hui pour un sujet aussi important que celui des violences conjugales. Et je vais, comme à chaque fois que j'ai le plaisir d'intervenir, malheureusement devoir commencer par un triste bilan de l'ampleur du problème que sont les violences conjugales dans notre pays. Je commence par quelques chiffres qu'il est important de se rappeler. En 2024, 272 400 personnes ont été victimes de violences conjugales. Près de 140 d'entre elles sont décédées. Ces chiffres, déjà sont choquants, mais ils sont malheureusement en forte hausse depuis plusieurs années. Les chiffres ont été multipliés par 2 depuis 2016 et ont augmenté de plus de 11% depuis 2022. Ces violences, quelles sont-elles ? 2 tiers d'entre elles sont des violences physiques. 1 tiers d'entre elles sont des violences verbales ou psychologiques et environ 5% d'entre elles sont des violences sexuelles. Qui sont les victimes ? 85% des victimes sont des femmes. Qui sont les auteurs ? 86% des auteurs sont des hommes. La tranche d'âge la plus touchée est la tranche 20 à 45 ans. Alors on pourrait se demander pourquoi cette augmentation ? On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié vide, le fléau, il est beaucoup trop présent et il continue d'être présent dans notre société. Les chiffres le montrent. Le petit espoir qu'on peut voir, c'est qu'il y a certainement, dans la hausse de ces chiffres, un reflet de la libération de la parole qui est absolument nécessaire, et ça sera un des thèmes importants que nous aborderons encore une fois aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises par rapport aux violences conjugales ? Il y a des études qui ont été menées, qui sont centrées sur le contexte spécifique des entreprises. Et on peut se dire, et je pense qu'il faut aussi que nous retenions ça, seulement un gros tiers des victimes évoquent les violences conjugales dans le domaine professionnel. À un collègue, à un manager, seulement un gros tiers. Pour le dire autrement, il y a 2 tiers des victimes de violences conjugales qui se taisent. Tous ces éléments sont représentatifs de l'impact humain majeur que les violences conjugales ont. Vous savez qu'on est dans une entreprise, elle doit aussi regarder, dans le fameux équilibre entre l'économique et le social, les ravages que ce phénomène a sur la santé économique de l'entreprise. Des études sérieuses montrent que si on somme tous les effets des violences conjugales, les effets psychologiques, les effets sur la santé, les impacts sur le turnover dans l'entreprise, l'absentéisme, toutes les charges indirectes, le coût est d'environ 3% de la masse salariale. Faites le calcul avec la masse salariale de la SNCF, c'est des centaines de millions d'euros tous les ans que l'entreprise perd en n'étant pas suffisamment efficace pour aider les victimes de violences conjugales. Alors pourquoi elles concernent notre entreprise, ces violences conjugales ? Pour les raisons que je viens de dire, mais aussi tout simplement parce qu'elles concernent toutes les entreprises et tous les secteurs. Nous sommes représentatifs de la société française. Pourquoi elles concernent notre entreprise ? Parce qu'il n'y a évidemment pas, c'est vrai sur tous les sujets, de cloison entre la vie privée et la vie professionnelle. L'une et l'autre s'interpénètrent. Quand on est victime de violences conjugales, ce qui est sans doute une épreuve terrible sur le plan privé, cette épreuve terrible, elle a un impact sur la vie professionnelle. Conséquences multiples. Absentéisme, souvent de l'absentéisme imprévu, une baisse de performance, on ne peut pas faire bien son travail quand on est victime de violences conjugales, une détresse qui va avoir un impact sur le travail, et pour l'entreprise, potentiellement, de temps en temps, des ruptures de contrat et des pertes de talents qui sont abîmés par cette épreuve.
Ce qu'on peut se dire et ce dont il faut prendre conscience, c'est que sans aucun doute, aujourd'hui, dans nos collègues, il y a des gens qui traversent ou qui ont traversé des situations de violence conjugale. Souvenez-vous de ce fameux tiers qui parle et les 2 tiers qui ne parlent pas. Ils n'en parlent pas à personne, ni à leurs collègues, ni à leurs managers, ni à leurs représentants du personnel, bref, à aucune personne de confiance. Ils n'osent pas. Et donc notre double enjeu, c'est quoi? Et c'est aussi l'objet de ce rendez-vous aujourd'hui. Créer les conditions de la confiance, créer la possibilité d'une écoute et d'un soutien, et puis faire connaître les nombreux dispositifs qui existent à la SNCF, dispositifs de prévention, dispositifs d'accompagnement, les partenariats que nous avons pour que nous tous, nous passions d'un rôle de spectateur à un rôle d'acteur dans la lutte contre les violences conjugales. Alors, cette lutte contre les violences conjugales, elle n'est pas du tout marginale, elle n'est pas seulement sociale. En fait, elle engage notre responsabilité éthique d'individus et d'entreprises, notre responsabilité sociale d'entreprise évidemment, et notre responsabilité humaine. Les chiffres que j'ai cités en début d'intervention le montrent. Nous voulons être une entreprise responsable, et nous le sommes de plus en plus. Mais donc, on doit promouvoir absolument la sécurité, la dignité et le bien-être de tous et de toutes. Et je dirais que cette conférence sera une réussite si, après cette conférence, ou je l'espère, de nombreuses personnes rompront leur isolement et parleront. On aura alors pleinement joué notre rôle et donné du sens. Et chacun d'entre nous doit savoir qu'il peut y contribuer par l'écoute, l'ouverture et l'engagement au quotidien. Par votre présence, par votre attention, vous y contribuerez, mais aussi par le fait que vous soyez à cette conférence aujourd'hui et que vous puissiez faire passer le message à tous les collègues qui peuvent aider les victimes de violences conjugales qui sont dans notre collectif. Voilà pour moi. Oda, je te repasse la parole. Merci Eric pour ces propos engagés qui montrent tout l'intérêt que la SNCF porte à la lutte contre les violences conjugales. Ce rendez-vous, dans la lignée des précédents, sera l'occasion d'aborder les violences conjugales sous un nouveau prisme. Nous accueillerons pour cela Andrea Gruev-Vintila qui nous présentera en quoi et comment le contrôle coercitif est un maillon essentiel dans la mise en place des violences conjugales. Puis nous aurons Sandrine Lourme qui nous partagera comment elle identifie le sujet des violences conjugales lors des accompagnements menés en soutien auprès des salariés et pensionnés SNCF. Et nous terminerons cette conférence avec Catherine Woronoff et Assia Bezian qui nous expliqueront comment la SNCF, dans sa globalité, s'empare du sujet des violences conjugales pour faire bouger les lignes. Durant cette conférence, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le fil de conversation qui est ouvert à tous pour les personnes qui sont à distanciel. Vous avez également la possibilité d'appeler le numéro vert de l'action sociale au 0800 20 66 20 si vous avez des questions d'ordre personnel. Sans plus attendre, j'invite Andrea à me rejoindre. Bonjour Andrea. Comme vous voulez. Vous mettez où vous voulez. L'essentiel, c'est que vous ayez un micro qui marche pour qu'on puisse vous entendre. Vous êtes docteur en psychologie, maîtresse de conférences avec une habilitation à diriger des recherches en psychologie sociale à la fac de Nanterre, Paris 10 Nanterre. Vous êtes également autrice du livre que vous avez apporté avec vous, Le contrôle coercitif au cœur des violences conjugales, des avancées scientifiques aux avancées juridiques chez Dunod. Donc, premier livre référence sur le sujet. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de la SNCF et de profiter de votre expertise. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots simples, qu'est-ce que le contrôle coercitif ? Je voulais déjà saluer le travail que vous faites, l'engagement que j'ai entendu, l'invitation d'Assia Bezian et celle de Oda pour la journée d'aujourd'hui. Et je pense que c'est important de revenir déjà sur les chiffres que vous avez mentionnés. 250 000 de femmes victimes
un quart de million de victimes, 84% de femmes. Mais parmi ces femmes, dans 8 cas sur 10, les agresseurs ont des enfants avec elles. Parmi ces femmes, 60% travaillent. Et vous l'avez dit, parmi ces 60%, il n'y a qu'une sur 3 qui arrive aujourd'hui à se confier, ou plutôt c'est une sur 3 que nous comprenons lorsqu'elle lâche à demi-mot ce qu'elle est en train de traverser. Et c'est face à cette réalité-là que j'ai cherché un livre qui nous explique la violence conjugale dans sa réalité, parce que je me rendais bien compte en tant que chercheuse que quand on cherche de la violence physique, si on attend que la victime arrive avec un bras en plâtre pour réaliser qu'elle est victime, c'est en total décalage de ce qu'on entendait de la part des femmes victimes de violences conjugales non à Nanterre, dont la grande majorité c'était des mamans, et qui nous disaient mais si, moi j'ai dit à ma famille, mais qu'est-ce qu'on m'a dit, d'être plus gentil avec lui, d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc en fait, les alliés naturels des victimes les envoient encore plus dans les bras des prédateurs. Et la raison est simple, c'est que nous réagissons à partir du moment où il y a l'alerte rouge de ce que nous pensons être le comportement le plus grave, qui est la violence physique. C'est face à cela que le contrôle coercitif traduit plutôt la violence conjugale, nous donne à voir dans la violence conjugale plutôt comme une situation non pas seulement de violence physique, où il n'y a pas nécessairement de la violence physique, ou si on a, elle n'est pas nécessairement grave. Ça peut être des bousculades, des tirages de cheveux, c'est pas marquant. Mais comme plutôt une situation de captivité, qui est construite progressivement, qui est construite à dessein, qui est construite volontairement, de manière calculée, par des comportements quotidiens, qui sont des comportements d'abord d'isolement. C'est une des raisons pour lesquelles les victimes arrivent très mal à se rapprocher des personnes quand elles sont déjà victimes. Et plus elles sont isolées, plus elles sont sous contrôle coercitif, plus elles sont isolées, moins elles arrivent à venir vers nous. Donc il y a l'isolement, il y a l'intimidation, voilà, mais merci beaucoup. L'intimidation, il y a les menaces, mais des menaces qu'elle seule est capable de décrypter et qui ne sont pas pour nous, tiers, des menaces. Par exemple, le fait que son temps est contrôlé, sa présence dans la salle de bain le matin est contrôlée jusqu'à 7h10. Et si jamais elle est restée, j'ai à l'esprit le cas d'une dame qui travaillait justement et qui a pris sa douche et qui est sortie un jour à 7h15 et où monsieur est rentré à casser la porte en lui disant « Mais tu ne sais pas qu'après à 7h06, c'est mon tour, c'est à moi de rentrer dans la salle de bain ». Et donc, nous, on appelle ça un contrôle de l'espace. Vous voyez, c'est pas quelque chose, il n'y a pas d'infraction là-dessus. C'est pas quelque chose qui est puni. Et on peut se dire, ouais, mais tu aurais pu savoir que lui aussi devait aller travailler. Sauf que ceci, cumulé à l'isolement, cumulé au contrôle de son temps, de l'argent, de son agenda Google, de ses mails parfois, de ses comptes, le fait qu'elle est obligée de rentrer ou du travail, qu'elle ne peut pas rester, s'investir dans sa carrière ou participer à des réunions, que lorsqu'elle est au travail, elle doit répondre sans cesse au téléphone ou aux SMS, que qu'on la voit baisser d'attention régulièrement dans la journée. Donc tout ça, ce sont des comportements qui font partie du contrôle coercitif ou qui résultent du contrôle coercitif et qui n'ont rien à voir avec la violence physique. Donc, il y a la slide qui est passée. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes sur des comportements que nous sommes capables de tolérer socialement, surtout quand ils viennent de la part des hommes, et je regrette parce que on m'a dit attention, il y a beaucoup d'hommes à la SNCF, attention comment tu t'exprimes, parce que, etc. Mais donc je vais revenir parce que c'est une chose importante, ça n'a rien à voir avec, c'est bien sûr pas tous les hommes, et vous avez eu les chiffres, mais c'est très souvent des hommes. Et la raison, c'est pas nécessairement que les hommes sont foncièrement plus méchants ou les femmes foncièrement plus gentilles. C'est simplement que le regard que nous portons sur le comportement des hommes et les comportements des femmes est socialement différent. C'est-à-dire qu'un homme qui est en colère parce que quelqu'un n'a pas respecté un délai ou un timing, etc.,
on va considérer que c'est un bon manager, que c'est quelqu'un de déterminé, que c'est quelqu'un qui est engagé vis-à-vis de son objectif. Si c'est une femme qui a exactement le même comportement, c'est une femme qu'on va considérer comme... Voilà. L'exemple, il est juste là pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas seulement une question de caractère ou de comportement individuel, mais aussi une question de comment est-ce qu'on pose le regard, comment, exactement ce qu'Eric a dit, comment est-ce qu'on regarde ces comportements-là, qu'est-ce qu'on voit comme signal, et qu'est-ce qu'on voit surtout comme signal différent quand il s'agit des femmes et des hommes. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que donc ce terme qui est déjà pas facile d'approche, hein, contrôle coercitif, comment est-ce qu'il a émergé? Comment est-ce que, à travers tes études notamment, comment est-ce que tu as pu faire le rapprochement avec les violences conjugales? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure avant de commencer, c'est que mon travail n'était pas sur les violences conjugales. Mon travail, c'était d'étudier le terrorisme et d'étudier le totalitarisme politique. C'est ça que je faisais jusqu'en 2016. Donc à l'époque des attentats en France, on était déjà dessus. Et en fait, ce qui m'avait surpris, c'est que la mobilisation qu'on a eue après les attentats de 2015, 4 millions de Français dans la rue, vous vous souvenez, tout ça, pour les victimes qu'on a eues, on a récemment commémoré le 13 novembre. On a eu 150 victimes en 2015 faites par le terrorisme dans l'espace public. Et exactement ce qu'Eric a dit, il n'y a pas de séparation entre l'espace public et le privé. En fait, nous, ce qu'on constatait en travaillant sur le terrorisme dans l'espace public, c'est que cette mobilisation-là, effectivement, elle était là quand il s'agissait du terrorisme commis dans l'espace public, mais pour le même nombre de morts, surtout des mortes, et des femmes et des enfants, on n'a jamais vu une telle mobilisation. Et c'est là qu'en tant que psychologue social, je me suis dit, mais ça, en fait, ça traduit un décalage énorme entre la représentation sociale de la violence conjugale, où on cherchait en 2015 les coups, on ne parlait pas des enfants, éventuellement s'ils étaient témoins ou s'ils entendaient, et on pensait que ça pouvait être un conflit qui avait dégénéré, un conflit où la femme a justement n'a pas fait ce qui était attendu d'elle. Donc il y avait cette réalité-là et sa traduction juridique, enfin cette représentation-là, sa traduction juridique. Et d'un autre côté, il y avait ce qu'on entendait des femmes qui nous disaient « mais moi j'aurais préféré qu'il me frappe plutôt que de vivre cette terreur totale, permanente, et cette situation de captivité avec mes enfants ». Et donc c'est à partir de là que j'ai cherché à rapprocher ces deux réalités et que je suis rentrée d'un projet d'études en Écosse, où l'Écosse était en train d'incriminer le contrôle coercitif, avec le livre d'Evan Stark qui en fait montre que ce même comportement de privation progressive de ressources, d'épuisement organisé, c'est-à-dire de donner des tâches à quelqu'un, de lui demander de faire des tâches et la contrôler derrière, la priver progressivement de ressources, de nourriture, d'accès à la voiture, de la clé, conditionner son accès au compte, etc. Dans le contexte d'un isolement, ce comportement-là avait servi aux gardiens des camps des prisonniers de guerre dans les années 50 pour obtenir la soumission des aviateurs américains qui étaient prisonniers. Donc en fait, c'est des données qu'on avait depuis longtemps, depuis une cinquantaine d'années en recherche, mais on n'avait pas fait le lien entre ces comportements-là dans les camps pour contrôler les prisonniers de guerre et le fait que les tortionnaires familiaux utilisaient le même type de comportement, que ce soit à la maison, mais que ce soit aussi au travail, parce qu'on a des femmes qui sont pistées au travail, que ce soit aussi à l'école des enfants ou sur les espaces de loisirs de l'enfant, parce qu'on les voit soudainement très présents. Après la séparation, ils deviennent soudainement des papas admirables. Non, il s'agit d'une omniprésence qui est destinée à contrôler les activités de madame et des enfants. Et pour les enfants, ce comportement-là est un comportement qui amène à une hypervigilance totale, à un état de stress qui est au maximum tout le temps, avec des incidences énormes pour eux et donc pour les mamans. Visite chez le médecin. Il y a toute une réorganisation du temps de vie et du temps de travail que subissent les femmes victimes. Je dis les femmes, je sais qu'il y a certains hommes, et surtout d'ailleurs, ils sont victimes de violences toujours masculines pendant l'enfance, aussi à l'âge adulte, souvent dans les couples d'ailleurs de même sexe.
et un certain pourcentage de la part de femmes, mais pas par le contrôle coercitif. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une perturbation de la vie qui se traduit dans la vie privée, mais évidemment aussi, vous le disiez, au travail. Avec des risques, pardon, je vais juste dire quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que lorsqu'une victime arrive au travail dans cet état d'épuisement, de stress dépassé, nécessairement, alors elle peut être la plus performante possible, nécessairement comme un pilote de chasse qui arrive au travail épuisé ou déconcentré parce que à cause du stress, il y a des risques d'erreur qu'elle fait dans son travail, mais il y a des risques aussi de mettre les autres en situation de risque ou de faire des erreurs à d'autres. Donc, c'est là où vous avez tout à fait raison de vous réunir aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de mettre en place une prévention, qui est d'ailleurs ce qui nous demande la Convention d'Istanbul, et bravo, en premier pilier, mais c'est surtout que vous êtes en train de créer des conditions, j'ai beaucoup aimé ce terme, pour beaucoup plus largement que la personne victime de violence conjugale. C'est-à-dire que vous permettez à vos collectifs de travail de fonctionner mieux et avec moins de risques, en fait. Donc, si je comprends bien, Andrea, donc le contrôle coercitif, c'est une forme de domination, donc avec une personne qui va pouvoir donc qui va dominer d'une manière insidieuse, je dirais ça comme ça, qui pourrait passer un peu pour une forme de normalité, de relation de couple. Et à travers vos études, au final, cette domination a pu être rencontrée donc, dans les années 50, au moment plutôt sur des actes de guerre, où on a voulu soumettre des personnes. Donc là, au final, on se dit que c'est sans captivité, que c'est une forme de captivité abstraite en fait qui se met en place, abstraite dans le sens où la personne n'est pas enfermée, elle n'est pas dans un camp, elle est abstraite pour nous. Abstraite pour nous, elle n'est pas abstraite pour la personne. Voilà, exactement. Non, mais tout à fait. Et donc au final, c'est assez étonnant que ce concept, en fait, vous avez réussi à le rapprocher aussi tardivement, puisque le contrôle coercitif, de ce que j'en comprends en vous écoutant, c'est vraiment alors je ne sais pas si c'est le terreau de la violence conjugale ou si c'est l'élément essentiel de la violence conjugale, mais voilà, c'est quand même très... Alors je ne dirais même pas que c'est lié, c'est codépendant. Il y a une dépendance entre le contrôle coercitif crée de la violence conjugale. La violence conjugale, en fait, c'est du contrôle coercitif. C'est ça, le terme correct pour la violence conjugale, ça ne devrait pas être la violence conjugale parce que ça nous détourne et ça nous amène à chercher des violences physiques. Le terme correct de ce que vivent les victimes, c'est du contrôle coercitif. Très bien. C'est pour ça que le livre s'appelle Au cœur de la violence conjugale. Parce que c'est ça, en fait, c'est le réacteur nucléaire. Et justement, quand on vit ce contrôle coercitif, quelles sont les conséquences pour les victimes ? Excellente question. Alors, il y a des conséquences, on pourrait résumer en disant qu'il y a des conséquences sur leur vie de tous les jours, mais ça veut dire sur leurs droits humains fondamentaux, sur leur liberté, leur capacité d'être autonome, de décider toute seule pour elle-même et par elle-même ce qu'elle doit faire pour elle, pour leurs enfants, etc. Et puis, il y a des conséquences sur la santé, et puis il y a des conséquences pour les autres autour d'elle, dont vous, nous, tout un chacun. Sur les droits humains, je vais passer vite parce que c'est essentiel, mais c'est essentiel de le savoir, mais c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est peut-être les autres davantage. C'est le fait pour une victime de ne pas atteindre son plein potentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à chaque fois, c'est ce que nous dit le professeur Evan Stark qui a propulsé véritablement le concept, il nous dit à chaque fois en réalité qu'il y a une femme qui pourrait avoir une meilleure carrière, dont on sait qu'elle est brillante, dont on sait qu'elle a une valeur apportée, qu'elle a un talent, comme vous avez dit, et qu'elle ne confirme pas, on peut poser l'hypothèse, activer l'hypothèse qu'il y a du contrôle coercitif. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais on peut l'activer parce que probablement qu'il est là. Quand une femme peut travailler, mais n'y arrive pas, quand une femme pourrait faire carrière, mais n'y arrive pas, on peut activer l'hypothèse qu'il y a quelque chose dans son environnement qui la freine, qui la bloque, qui la maintient captive.
ça, c'est la perte d'autonomie et c'est une des raisons qui fait que vous avez très justement souligné, Oda, que ça paraît insidieux. Alors, encore une fois, ça paraît insidieux pour nous, tiers, qui n'avons pas accès à sa réalité vécue. Mais ça ne va plus l'être pour vous. Et puis les conséquences sur la santé. Alors les conséquences sur la santé, ce sont les conséquences qu'ont vécues les prisonniers de guerre, ce sont les conséquences que vivent les membres des sectes, ce sont les conséquences dévastatrices, durables, c'est-à-dire qu'on a des études qui montrent qu'elles sont là si on n'intervient pas assez tôt, qui se déroulent sur des années. En général, on pense, les études montrent, les recherches que je présente dans le livre montrent que le temps que la personne a subi du contrôle coercitif, pour se rétablir, elle aurait besoin du même temps. Comment on peut le voir? C'est qu'au travail, elle peut récupérer de la performance, mais elle a des chutes. Et ben, quand elle a des chutes, s'il y a ce profil comme ça en zigzag, on peut poser l'hypothèse du contrôle coercitif. Donc, c'est important d'avoir en tête ces conséquences sur la santé, qui sont sur la santé mentale, évidemment, anxiété, dépression, mais encore une fois, ça, c'est ce que nous voyons en tant que tiers. En réalité, ce qui est en dessous, c'est du état de stress post-traumatique, souvent très lourd, et qui se manifeste en symptômes secondaires, donc des conséquences du stress post-traumatique. Le même que celui qui est vécu par les aviateurs prisonniers de guerre, qui peuvent être de l'ordre de l'anxiété ou de la dépression. Donc, il y a la santé mentale, mais il y a aussi la santé physique. Et souvent, les arrêts, d'ailleurs, les arrêts de travail, les femmes les obtiennent, enfin, on voit surtout passer des arrêts sur santé physique, qui peuvent être des petits bobos, mais qui la bloquent. Mais qui peuvent être aussi des conséquences sur le système immunitaire, c'est-à-dire que lorsque l'organisme est soumis à un stress chronique excédé, alors il n'arrive plus à faire face. Et donc c'est son système immunitaire, c'est sa capacité à lutter contre tous les agents pathogènes, les virus, les bactéries. Et donc elle va tomber malade plus. Et puis il y a sa santé sociale. Il y a le fait que il est très difficile pour ces femmes, pour un certain nombre de mécanismes liés au stress chronique, des mécanismes neurobiologiques, etc., de maintenir des relations satisfaisantes avec les autres autour d'elles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus à risque d'une victimisation secondaire au travail. Et ça, c'est ce qu'on voit. C'est que souvent, ces femmes se retrouvent, elles évadent, elles sont en sécurité. Parfois, le contrôle coercitif se poursuit par le harcèlement judiciaire, mais parfois non. Mais même chez celles qui ne sont plus soumises à du harcèlement judiciaire ou autre, il peut y avoir ces difficultés à rentrer en relation avec les autres qui les amènent à risque d'être marginalisées. Et donc, on va retrouver des profils de harcèlement au travail qui s'exercent autour d'elles, sur elles, dans un contexte où les liens avec ses collègues ne sont plus des liens protecteurs. C'est pour ça qu'il y a des risques. Alors, il y a des risques opérationnels et il y a des risques psychosociaux. C'est pour ça que le travail que vous faites aujourd'hui est absolument essentiel. Et nous, on serait très intéressés à Nanterre pour avoir des études, des recherches communes pour pouvoir avancer sur ces questions. Donc là, tu parles d'arrêt de travail, de choses qui se manifestent très concrètement. Mais une personne qui vit du contrôle coercitif ou qui, alors je ne sais pas si c'est qui commence à vivre, ou l'entourage aussi, on se dit l'entourage est là, la famille, tu en as parlé, on ne le voit pas tant que ça, en tout cas on n'arrive pas à l'identifier comme du contrôle coercitif. Est-ce que toi, tu aurais quelques signes avant-coureurs ou des signaux d'alerte où on se dit, alors tu en as parlé, hein, le fait potentiellement de renoncer à certains choix qui sont plus considérés comme positifs, mais est-ce que dans la sphère privée, il y a des choses où on se dit, bon, là, ça m'inquiète, il y a du changement ou pas de changement, ou de se dire, mais quand est-ce que je pose la question? On parle de verbaliser, c'est un peu quels signes peuvent m'alerter pour pouvoir aussi tendre la perche. Eric aussi en a parlé en disant que c'est quand même des mots qui sont tus. Et justement, pour pouvoir en parler, qu'est-ce qui va nous mettre aussi la puce à l'oreille pour pouvoir identifier ces signes avant-coureurs? Alors, c'est une excellente question.
l'indicateur le plus fort et la question doit être posée. Alors la question doit être posée. Nous, on l'enseigne à nos étudiants de première année. Hein. Moi, j'ai une salle de 250. Tous les ans, je leur enseigne à peu près à cette époque de l'année, parce que ça tombe comme ça dans le cours, qu'il faut poser la question systématiquement et comment la poser, je vais vous la dire. Mais elle est à poser systématiquement. Pourquoi ? Parce que si la personne n'est pas victime, il n'y a pas de problème, ça ne donnera pas de conséquences. Si la personne est victime, il peut se passer deux choses. Soit elle répond et elle vous dit s'il y a un problème, soit elle n'ose toujours pas vous en parler, mais vous avez planté la graine. Et elle sait qu'il y a quelqu'un vers qui elle peut se tourner. C'est salutaire. On ne peut pas imaginer combien ça peut être précieux pour une femme de savoir que quelqu'un est capable d'entendre. La question la plus simple à poser, c'est la question de la peur. Est-ce que vous avez peur à la maison ? Est-ce que vous avez peur de lui ? Est-ce que vous avez peur pour les enfants ? Elle peut, encore une fois, ne pas vous répondre. C'est possible. Ce n'est pas un échec d'avoir posé la question. Ça veut dire qu'elle est prête, elle saura probablement que ça prend du temps, ce qui est normal. Alors, nous, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est de demander comment ça se passe à la maison. Comment ça se passe dans votre relation. Et on arrive progressivement à la question qui est intéressante pour détecter, c'est comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord avec monsieur. Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a des représailles. C'est si les décisions sont imposées à madame à l'un par l'autre, mais très souvent, c'est de monsieur par madame. Donc, oui, ce sont des questions qui sont... et puis, pour les enfants, je ne sais pas si vous voyez des enfants, mais pour les enfants, s'il y a des mamans dans la salle, vous pouvez leur demander, est-ce que tu as peur de quelque chose ? Est-ce que tu as peur de quelqu'un ? Et la question en or à poser autant aux victimes adultes qu'aux enfants, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu ferais si tu n'avais pas peur de X, ou est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais pas si tu n'avais pas peur de X ? Parce que le contrôle coercitif, c'est soit forcer à faire quelque chose, c'est soit empêcher de faire quelque chose. Est-ce que j'ai bien répondu ? Je suis arrivée à être claire ? Oui, tout à fait. Alors, une dernière question, Andrea, c'est vraiment en lien avec le cadre juridique. Comment est-ce que la justice reconnaît le contrôle coercitif ? Alors, il y a eu énormément de progrès. Moi, quand je regarde, je ne vois que les problèmes, mais il y a eu quand même énormément de progrès. Il y a une proposition de loi dessus. On a écrit l'amendement, un rapport sur aujourd'hui le contrôle coercitif est un rapport des magistrats qui est présenté au garde des Sceaux. Le contrôle coercitif est au cœur, donc vous êtes vraiment pionnier là-dessus pour aujourd'hui. Il y a une jurisprudence maintenant qui est protectrice pour les mères. Enfin, il y a protectrice pour les victimes, mais aussi pour les enfants, c'est ça que je veux dire. Et donc, on va continuer. Moi, j'avais quelque chose d'autre à vous dire. C'est que la raison pour laquelle j'ai voulu venir aujourd'hui, et j'étais très touchée par l'invitation, et je l'ai acceptée immédiatement, c'est que je trouve que le fait que la conférence soit portée par votre service, vous êtes placé à une position que personne d'autre n'a autour des victimes. Et ça, c'est important de le dire et que ça soit entendu. L'intérêt, c'est Optim Service, ça s'appelle ? Oui. Après, la conférence n'est pas portée que par nous. Il y a SNCF Mixité et la DRH Group, mais voilà, c'est toutes les SNCF. Ce que je veux dire, c'est que les personnes comme vous êtes les seules qui pouvaient faire un travail irremplaçable. Et ce travail irremplaçable, il est irremplaçable parce qu'il converge avec l'intérêt des victimes de maintenir leur emploi. C'est salvateur, c'est salutaire, ça sauve sa vie et celle de ses enfants. Et ce travail, cet objectif commun de la maintenir dans l'emploi, il n'y a que vous et elle qui l'avez. Ce n'est pas son agresseur, ce n'est pas le travail des assistantes sociales de secteur ou du juge ou des policiers qui ont d'autres intérêts, de la sauver, etc. Mais ce travail-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, au-delà de la loi, il y a aussi la responsabilité que nous avons chacune et chacun, et il y a la capacité d'agir unique que vous avez. Donc, immense merci pour aujourd'hui et félicitations à vous et aux personnes qui nous entendent. Merci beaucoup, Andrea. Un grand merci. Vraiment.
Voilà, on espère que justement mettre des mots sur ce qu'est le contrôle coercitif, donc ce que sont les violences conjugales. Voilà, on espère aussi contribuer à la pédagogie, aussi diffuser le savoir d'une certaine forme, mieux comprendre aussi tout ça, et bien entendu faire avancer les prises de conscience. Eh ben, on va justement inviter Sandrine Lourme. Donc, l'action sociale accompagne chaque année plus de 200 situations de salariés ou pensionnés SNCF victimes de violences conjugales. Donc, ce chiffre, on s'en doute bien, c'est un chiffre qui est en deçà des réalités, puisque ce sont les situations de celles et ceux qui ont osé pousser la porte de l'action sociale, oser rompre le silence et oser en parler. Donc Sandrine, tu fais partie de ces 350 travailleurs sociaux qui accueillent, soutiennent les salariés. Tu es titulaire d'un diplôme universitaire sur les violences faites aux femmes. Tu es également formatrice sur le sujet. Dans ta pratique quotidienne, comment les violences conjugales s'invitent au sein des accompagnements? Alors, ce que je dois dire, c'est que cette question de la violence conjugale, quand un agent demande à venir rencontrer un travailleur social, sa première demande, elle va être rarement en lien avec les sujets de violence. Pourtant, c'est quelque chose qui va s'inviter fréquemment dans nos interventions, dans nos accompagnements. Et cette violence de l'intime, elle peut concerner tout le monde. Que cette violence, elle va concerner autant les hommes que les femmes. Et cette violence peut être actuelle ou passée. Parce que même passée, Andrea en a parlé, il peut toujours y avoir une incidence dans le quotidien de la personne. Donc, il peut y avoir la persistance d'un trouble du stress post-traumatique, il peut y avoir la maladie qui s'est invitée, il peut y avoir des incidences financières et il peut aussi y avoir des difficultés en lien avec la parentalité et l'exercice de l'autorité parentale. Donc, cette violence, elle va concerner tout le monde, les agents hommes comme les agents femmes, séparés ou en couple. La violence peut être passée ou actuelle. Seulement, en fait, j'ai envie, comme on l'a dit dans les chiffres tout à l'heure, ce sont principalement les femmes qui en sont victimes. Et moi, je retiens la statistique qu'une femme sur 6 dans sa vie a été et ou sera victime de violences de l'intime. Merci Sandrine. Justement, les gens, quand ils poussent la porte de l'action sociale, c'est rarement pour parler des violences conjugales qu'ils subissent ou qu'ils ont subies. Comment est-ce que tu arrives à identifier ce sujet ? Alors, il n'y a pas d'identification particulière, puisque, comme on l'a dit, ça concerne tout le monde, tous les agents, violences passées ou actuelles, en couple ou pas. Donc, il n'y a aucun profil type. Tout le monde peut être concerné par la violence de l'intime. Il n'y a pas de point d'alerte précis. Par contre, il y a des périodes de la vie où la violence, elle va s'inviter plus systématiquement, enfin plus fortement. Donc, ça va être la grossesse, l'arrivée de l'enfant et la séparation. Donc, si on croise les chiffres qu'on a dit tout à l'heure, si on croise ces périodes de fragilité, de plus grande fragilité, dès que je vais rencontrer pour la première fois une femme, que je suis seule avec elle, je vais poser la question de l'existence de la violence conjugale dans sa vie. Et je vais ouvrir la question aussi aux agents hommes, si je perçois des signaux faibles ou si on est dans une période de séparation. C'est ce qu'on appelle, et ce que Andrea a expliqué, le questionnement systématique. Et ce questionnement systématique, c'est une pratique qui est recommandée autant pour le médical que pour le social. Et quelles questions tu poses quand tu rencontres quelqu'un que tu souhaites aborder? Andrea nous a déjà donné quelques exemples. Toi, comment est-ce que tu formules ça? Alors, je vais étayer le propos d'Andrea. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on nous a appris au cours de notre diplôme. On va poser la question surtout
avec laquelle on est à l'aise. Il n'y a pas de formule type. Et je peux que adhérer aux propos d'Andrea. Donc, c'est une question avec laquelle on va être à l'aise. C'est une question qui va aller chercher cette histoire de coercition dans la relation. Donc, s'il n'y a pas de signe particulier, je peux être sur une question très générale qui va être: est-ce que vous avez été victime dans votre vie passée ou présente de violences de l'intime? Donc ça peut être une violence enfant, ça peut être une violence actuelle, ça peut être une violence aussi. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir la question de la violence, parce que comme Andrea nous l'a dit, ça peut aussi s'inviter dans le champ du travail. Donc de repérer aussi s'il y a des violences, un profil où on pourrait être victime au travail de violences. Mais personnellement, je vais plutôt être sur cette histoire de la relation et je vais poser, comme Andrea l'a explicité, la question de comment ça se passe à la maison. Est-ce que vous avez peur de votre conjoint? Quand il y a une dispute, comment ça va se terminer? Donc c'est ces questions-là qui vont me permettre de chercher ce contrôle, de cette coercition. Et puis, si la personne est séparée, je vais poser la question: comment ça se passe, la parentalité? Comment ça se passe par rapport aux enfants? Comment vous communiquez? Est-ce qu'il y a cette histoire d'harcèlement? Est-ce que vous recevez des messages inopinément à toute heure de la journée? Donc en fait, c'est surtout cette question avec laquelle on va être à l'aise et qui va permettre à l'agent de ressentir la confiance, évidemment. Donc, c'est une question qui appartient à chacun, j'ai envie de dire. Par contre, il peut arriver que la personne réponde par la négative. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir une prochaine fois dans l'entretien ou dans un entretien suivant si je perçois les signaux faibles, si la personne va éviter des sujets, si je m'aperçois qu'il y a du contrôle, qu'il y a de l'isolement social, je vais revenir à cette question. Tu l'as dit, hein, la question du contrôle, tu vas essayer d'identifier ce contrôle coercitif. Dans ta pratique, ça doit pouvoir s'évaluer à travers différentes situations. Je pense à la question du budget, où on parle aussi de violence économique, de l'autonomie, l'indépendance, est-ce que la personne, en tout cas la personne que tu as en face de toi, peut faire ce qu'elle veut ou non. Donc je suppose que quand on est à l'action sociale, vous allez pouvoir balayer le maximum de champs et que vous allez potentiellement pouvoir identifier ce sujet-là. Oui, tout à fait. Donc, ce questionnement systématique va s'inviter rapidement dans l'entretien. Par contre, cette première question, elle peut parfois être vécue par la personne avec interrogation et surprise. Donc, elle ne s'attendait pas à ce qu'on pose ce type de questions. Il peut y avoir aussi du déni de la part de la personne. Donc, j'ai en tête une situation qui m'a particulièrement marquée. Donc, un agent qui vient me rencontrer dans le cadre d'un sujet maladie et où je perçois cette notion de contrôle et de coercition. Je pose la question, l'agent me répond non, pas de sujet. L'accompagnement se termine et 6 mois après, l'agent vient me voir, il vient me revoir et il vient me voir avec cette question autour de la violence conjugale. Et là, l'agent me dit: j'ai compris que vous aviez compris, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas parler. Donc, même si en premier temps, on a une réponse négative, ça ne veut pas dire que ça n'ouvre pas le champ pour plus tard. Et puis, il y a des personnes qui peuvent aussi minimiser la question. C'est-à-dire que, comme Andrea en a parlé, elles vont avoir intériorisé que c'est peut-être pas si grave parce qu'elles ont cette honte, cette culpabilité en elles qu'elles ont portée pendant longtemps, que l'agresseur lui a fait sentir. Donc, elles vont peut-être être dans le déni en disant « mais c'est pas si grave que ça ». Et puis, il y a d'autres personnes qui vont être soulagées parce que c'est la première fois où on va évoquer le sujet de la violence conjugale. C'est la première fois où, en fait, elles vont enfin pouvoir parler. L'idée, c'est que cette question, elle va cheminer pour la personne. Et puis, comme l'a dit Andrea, s'il n'y a pas d'indication, s'il n'y a pas de contre-indication à poser la question, la personne ne veut pas être fâchée de cette question. C'est une question qui doit être habituelle dans un accompagnement.
et en tout cas dans un accompagnement social. Et donc, une fois le sujet abordé ou dévoilé, concrètement, comment est-ce que tu soutiens ces personnes? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, le point de départ, on l'a dit, c'est cette libération de la parole grâce à la question. Donc, c'est pareil, chaque accompagnement social, il va être spécifique à la personne. On va s'adapter à ce qu'elle vit. Alors, comme dans tous les accompagnements, il y a l'écoute, mais j'ai envie de dire que c'est une écoute engagée. Engagée auprès de la victime. Donc, engagée pour reconnaître avec elle, pour nommer les choses, nommer ce contrôle coercitif, faire des rappels à la loi, lui dire que c'est interdit, l'informer sur ses droits aussi. Donc, ça, c'est très important. Et puis, l'orienter parfois avec les associations spécialisées, le CIDFF, France Victimes, les points d'accès aux droits. L'informer aussi sur les dispositifs de l'entreprise, puisqu'on est une entreprise engagée. Donc, il y a la possibilité de dégager 3 jours de congé, entre guillemets, pour pouvoir faire des démarches, pour rencontrer son avocat. Donc, ça, c'est très important, ce temps offert à la victime. Et puis, surtout, je vais évaluer le danger pour la mettre en sécurité. Donc, ça, c'est aussi un élément important de nos accompagnements. On va pouvoir préparer le départ de la victime. Donc, je vais organiser avec elle concrètement ce qu'elle doit prendre. Et puis, je vais peut-être avoir recours aussi aux dispositifs que nous, on a à l'interne. Donc, par exemple, le partenariat avec l'association PARM, quand il y a besoin d'un relogement. Ou si ce n'est pas possible côté géographie, je peux aller mobiliser notre Fonds d'action sanitaire et sociale pour les aides spécifiques. Donc, en fait, chaque accompagnement, il va vraiment être en fonction de la personne. Et surtout, c'est de ne pas rester seul avec elle et de faire intervenir les autres professionnels. Donc, que ce soit le juridique, que ce soit les services médicaux d'Optime ou les associations, c'est faire le lien. Et c'est un accompagnement qui va s'inscrire dans la durée. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce partage de ta pratique professionnelle. Tu l'as dit, ce questionnement systématique n'est pas encore dans toutes les pratiques. Pour autant, c'est en ouvrant un espace de parole que nous ferons bouger les lignes. Pour cette 3e partie de conférence, nous allons aborder les ressources différentes qui existent au sein de SNCF. Et pour cela, je vais accueillir Catherine Waronoff-Argot, donc responsable politique, recrutement, diversité et inclusion au sein de la direction des ressources humaines groupe. C'est long à dire, Catherine. Et Assia Véziane, présidente du réseau SNCF Mixité. Bonjour à toutes les deux. Catherine, donc il y a ce guide qui est sorti il y a quelques temps, donc un guide à destination des victimes de violences conjugales et de leur entourage professionnel. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et nous dire un peu plus donc ce qu'on y trouve ? Tout à fait. Alors déjà, redire, ce guide a été créé avec SNCF Mixité et Optime Service. Et c'est important de se redire, voilà, nos 3 entités, quand même, on est très solidaires et complémentaires pour tout ce travail-là. Donc ça aide les salariés et les managers à comprendre le phénomène des violences conjugales et ses impacts. Et il offre des clés pratiques pour repérer les situations de souffrance, encourager l'expression, on en parlait, et orienter vers les services de soutien, l'action sociale, par exemple. Il est très concret, ce guide. Ça va être, on va avoir des questions. Je subis des violences conjugales, comment je peux faire pour m'en protéger ? Je cherche des informations juridiques, à qui puis-je m'adresser ? Et je suis manager ou collègue, comment je peux aborder le sujet avec une collègue qui me semble en difficulté ? Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on a pas mal de questions à ce sujet-là, donc se dire, bah oui, mais comment je peux, sans rentrer dans l'intime, poser des questions ? Et donc là, voilà, vous avez toute une page qui vous décrit effectivement, se dire comment, sans être trop intrusif, tu le disais aussi tout à l'heure, Sandrine, j'ouvre des questions, je n'insiste pas, mais je suis attentif, l'écoute attentive, et voilà, avec des exemples de questions,
donc guides très pratiques qui peuvent aider les managers et aussi les collègues. Dont ce guide-là, on en reparle aujourd'hui. Il faut qu'on continue à lui donner de la visibilité. Il est accessible sur les différents SharePoint de nos différentes entités. Voilà, donc guide très utile. Et donc n'hésitez pas aussi à communiquer dessus et à le diffuser. Donc un guide pratique où on trouve des renseignements très pratico-pratiques et qui permettent autant pour les salariés et les managers de trouver des réponses. Mais au-delà de ce guide, comment au niveau de la direction des ressources humaines groupe, vous arrivez à faire vivre le sujet des violences conjugales ? Alors, c'était cité en début de conférence. En tant qu'employeur, on a une responsabilité aussi de créer un environnement sécurisé où les victimes peuvent se confier sans crainte. On le disait tout à l'heure, 60% des victimes de violences conjugales sont actives au travail. Donc parmi nos collègues, on a des situations. Et nous, en tant qu'entreprise, on met en place des outils de prévention, des dispositifs concrets, d'accompagnement personnalisé et évidemment en toute confidentialité. Dans les grandes actions qu'il y a eu, c'est qu'en 2018, on s'est engagé de façon proactive auprès du réseau européen One in Three Women, une femme sur 3, qui œuvre pour la sensibilisation aux violences conjugales en entreprise. Grâce à ce réseau, nous avons diffusé en interne un module de e-learning qui est accessible via Station C Formation pour former aussi bien les agents que les managers sur l'impact des violences conjugales et la manière de réagir. Et typiquement, là encore aussi, on va y retrouver des exemples concrets. Comment je peux faire pour, quand je vois une personne qui est peut-être en difficulté mais qui ne l'a pas encore exprimé, il y a des réponses aussi dans ce e-learning. Et puis donc préciser que ce e-learning va pouvoir aussi soutenir les victimes en toute confidentialité et c'est pas le e-learning, c'est que les managers formés vont plus être en capacité à soutenir les victimes et à les orienter vers les bons contacts. Autre action, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs années, même si c'est tout au long de l'année qu'on s'occupe du sujet, de se dire d'avoir des journées phares comme ça où on remet en avant le sujet, on lui donne de la visibilité et avec la valorisation de nos actions de sensibilisation et les outils. Et le dernier point, c'est que ce sujet des violences conjugales est aussi inscrit dans nos discussions avec les partenaires sociaux. C'est un axe de travail qui fait partie de nos engagements dans le cadre de l'accord en faveur de l'égalité professionnelle et de la mixité. Des nouveaux droits ont été acquis en 2021 et Sandrine, tu les citais, comme ces journées d'absence exceptionnelles pour les victimes de violences conjugales. Donc ces jours d'absence, on voit bien, c'est porté par différents partenaires, notamment l'action sociale à travers ses accompagnements. Mais pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, est-ce que tu peux en parler ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui reste encore méconnu. Donc là aussi, c'est pour ça que des journées aussi comme ça et les guides que l'on peut faire aussi de la déclinaison de l'accord, il faut faire connaître ça. Nos partenaires sociaux aussi peuvent être des vecteurs d'information auprès des salariés. Donc c'est très concret. Ça permet, ces 3 jours d'absence, ça permet aux victimes d'avoir du temps pour prendre des mesures d'urgence. Grâce à ce dispositif, une victime peut bénéficier, donc ces 3 jours d'absence fractionnables en demi-journée pour entamer des démarches pour porter plainte, aller voir un avocat, une association. Le processus est très simplifié. Elle va s'adresser à son RH qui va donner l'information au GU, mais sans préciser pourquoi il accorde un congé à la victime. À noter que si la situation le rendait nécessaire, l'entreprise pourra évidemment étudier avec bienveillance les demandes de temps supplémentaires formulées par la victime. Et donc, le chiffrage, combien de personnes ont pu bénéficier de ce dispositif ? On ne le sait pas, parce que justement, c'est l'objectif, c'est de se dire, on a fait le choix vraiment de rendre le dispositif de déclenchement de ces absences totalement confidentiel. Donc, on n'a pas de reporting. Mais par contre, je redemandais à Sandrine, vous accompagnez au niveau de l'action sociale entre 200 à 300 personnes par an. Donc voilà, ça donne une idée. Mais en tout cas, au niveau des absences, il y avait une volonté collective de ne pas les tracer pour vraiment être sûr de garantir la 100% de confidentialité. Mais on ne peut pas les suivre.
Bon. Donc c'est une forme de bienveillance aussi, Tout à de fait. pouvoir protéger les salariés sur, sur cette utilisation de ces 3 jours. Merci beaucoup Catherine Merci. pour toutes ces informations que tu viens de nous donner. Donc maintenant, je me tourne vers Assia. Bonjour Assia. Bonjour. Donc SNCF Mixité est très engagée sur les sujets de société qui peuvent avoir des impacts notamment sur la mixité, ou particulièrement sur la mixité, je vais plutôt dire ça comme ça. Les violences conjugales en font partie. Avec le réseau des ambassadeurs et ambassadrices SNCF Mixité, quelles actions vous avez pu mettre en place afin de sensibiliser ou mobiliser un plus grand nombre de personnes au sein de l'entreprise ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Le réseau Mixité, c'est 14 000 membres, dont 27% d'hommes répartis sur toute la France et dans l'ensemble de nos SA et filiales. Donc ça, c'est important de le dire, qui n'existe pas dans d'autres entreprises. Et donc, en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'on était aussi une bulle et un soutien parmi évidemment la DRH du groupe, Optime Service, les assistants et assistantes sociales, le pôle médical, etc. Donc on est un des acteurs en fait qui était méconnu et qui était sur le papier pas prévu pour ça, si tu peux dire les choses ainsi, et qui ont une réelle importance, notamment sur l'écoute. Moi, l'injonction de libérer la parole, je la mets souvent en lien avec la libération de l'écoute, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui s'expriment, mais pas de la manière qu'on souhaiterait, ou en tout cas qu'on aurait l'habitude dans une entreprise. Et donc, pour cette raison, on a proposé aux ambassadeurs et ambassadrices SNCF Mixité de suivre une formation à l'écoute et comment on s'exprime et comment on répond aussi, sans être maladroit, avec un groupe EGAE d'ailleurs qui a été suivi ensuite évidemment par la DRH du groupe qui propose plusieurs sessions, je te regarde Laetitia, par an, mais parce qu'il faut savoir écouter et ça c'est très important. De la même manière, on s'est rendu compte, et donc moi cette année, 3 personnes ont demandé l'aide à SNCF Mixité pour faire le lien avec le RH justement pour avoir ces 3 jours. Parce qu'on ne sait pas comment s'exprimer, parce que c'est intime, parce qu'on ne sait pas comment l'apporter. Si le RH il est en unité opérationnelle, il est très vite identifiable. En revanche, s'il y a plusieurs strates entre moi victime et lui ou elle, c'est pas évident. Et donc c'est aussi un moyen, on s'est rendu compte de ça. Et donc j'ai fait le lien personnellement moi avec deux personnes sur les 3 connus d'SNCF Mixité. Et tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de chiffre, et tant mieux, il n'en faut pas, en fait, parce que ça garantit le fonctionnement de ce dispositif. Et donc, je tiens à rappeler, parce qu'il me semble qu'il y a une session questions-réponses après, je crois. Elle est en live sur le fil de conversation. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de avoir... Mais vas-y, je vais être très courte, justement, pour qu'on puisse quand même prendre des questions. C'est rappeler que le groupe SNCF est également mécène de la Fondation des femmes depuis de nombreuses années. Et donc, à travers la Fondation des femmes, qui regroupe vraiment peut-être une centaine d'associations sur divers sujets, les agents et agentes du groupe SNCF ont la possibilité de participer notamment à des courses solidaires tout au long de l'année. Et donc, c'est aussi important d'être dans un concret sans qu'on soit... dans une assistante sociale dans le groupe SNCF, comment accompagner. Bon, on peut être solidaire, même si je n'ai rien à voir avec les violences intrafamiliales, se dire je peux soutenir les personnes qui le subissent et donc je peux participer à ces courses solidaires. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure et Catherine l'a dit, on travaille en commun. DRH Group, Optime Service et SNCF Mixité sur toutes ces questions parce que on avance beaucoup plus vite et plus loin ensemble. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour voir s'il y a d'autres questions qui sont posées. Merci à vous. Je pense que les questions... Pardon. Les questions ont été traitées. Est-ce que vous souhaitez nous partager peut-être une réaction ou une question ? Bonjour. Alors effectivement, la majorité des questions concernaient comment je fais lorsque j'ai un doute, une suspicion sur un ou une collègue qui serait victime de violence. Et donc, on y a répondu. Des questions également sur les processus.
Donc globalement, je dirais que nous avons répondu aux questions. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Laetitia. Et beaucoup de commentaires également, évidemment. Oui. Ah, ben, bien sûr. Merci beaucoup. D'abord, je voulais dire merci à toutes nos intervenantes très inspirantes. Et je voudrais dire deux choses pour conclure, parce que moi, je sors plus riche de cette séance. Je me rends compte que moi, je ne pose pas les questions dont on se dit qu'il faudrait les poser. Et donc, je voudrais dire à tous les managers et tous les collègues qui nous écoutent, et j'espère qu'il y a plus d'hommes à distance que dans la salle, il faut qu'on arrive à poser les questions. Vous avez vu que c'était déterminant dans notre capacité à détecter, et vous avez vu qu'aussi il y a trop peu de femmes, parlons des femmes, parce que c'est majoritairement elles qui sont les victimes, qui arrivent à parler. Donc, on rentre dans la campagne de IA, là, pour les managers. Donnons-nous tous l'objectif d'arriver à poser la question, celle avec laquelle on est à l'aise. Comment ça va à la maison, par exemple. Et sachons observer et planter la petite graine, comme disait Andrea tout à l'heure. Et l'écoute. Je voudrais redire qu'on a tous des progrès à faire dans l'entreprise là-dessus. Nous sommes traditionnellement une entreprise de techniciens qui savent. Et donc, on a souvent tendance à plutôt dire qu'à écouter. Or, ma forte conviction, c'est que les meilleurs managers ne sont pas ceux qui disent, ce sont ceux qui écoutent. Et il suffit de demander aux agents sur le terrain, quand ils sont bien et qu'ils ont un bon ou une bonne manager, qu'on leur demande pourquoi votre manager est bon ou bonne, la première chose qu'ils disent, c'est il ou elle m'écoute. Et puis on est aussi meilleur en dialogue social quand on écoute que quand on dit. Dans tous les domaines de l'entreprise, il vaut mieux écouter que dire. Et pour écouter, il faut bien questionner. Je vous remercie pour ces mots de clôture, Eric. On arrive au terme de cette conférence. C'est l'occasion de rappeler les numéros incontournables afin de ne pas rester seul. Le 3919, qui est le numéro d'appel pour les victimes de violences conjugales. Le numéro vert de l'action sociale, le 0800 20 66 20. Et pour tout ce qui est prise de contact avec les services médicaux, il y a interface salariée. N'hésitez pas à utiliser l'ensemble de ces services si vous en avez besoin ou si vous avez une question, bien entendu. Vous pourrez retrouver dans quelques jours le replay disponible sur l'ensemble des SharePoint de SNCF Mixité, de la DRH Group et de l'Action sociale. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau temps fort dans notre entreprise, dans les alentours du 25 novembre, donc Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous et à toutes. Merci.